Bonsoir à tous, nous sommes le 10 octobre 2024. Merci beaucoup à la DAGP pour sa carte blanche à l'émission Les Apparences. Merci d'être présents une fois de plus aussi nombreux malgré la pluie, c'est vraiment super. Les Apparences, c'est une chaîne Twitch, YouTube d'interviews de peintres contemporains de la scène française d'une centaine de vidéos, de 5 de leurs peintures qui ont marqué leur parcours à des influences ou des dégoûts. Il s'agit de déployer l'univers de l'artiste de manière sérieuse mais décontractée en 1 heure pour mieux voir et sentir son œuvre. 92 interviews à date. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de vous présenter très succinctement les peintres qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation, puisque vous pouvez les retrouver sur une durée plus longue dans leurs interviews respectives des Apparences, les artistes Lise Toufflet, Éric Korn, Nina Childress, Daniel Schlier et Katia Pourdarel. Aujourd'hui, nous allons faire une discussion autour d'un sujet difficile et douloureux. Nous allons essayer d'être précis et rigoureux et pas trop sombres, de prendre soin de cette histoire de négligence qui n'a pas été écrite. Nous allons parler d'une histoire bien française, la doxa anti-peinture, que l'on datera entre 1986 et 2008. Mais pour commencer d'une manière souriante, nous allons partir d'une bonne nouvelle. Nous allons partir du succès du Jour des peintres au musée d'Orsay, le 19 septembre dernier. Grâce à Nicolas Gosserand, conseiller art contemporain du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic, le musée a fait une carte blanche aux Apparences, soit 80 peintres contemporains répartis dans la nef du musée d'Orsay, présents devant leur toile, à échanger avec le public. Beaucoup de presse, 17 000 visiteurs et une ambiance simple, accueillante et chaleureuse, due à un geste, mettre ceux qui font l'art en avant. Fait encore plus rare, les peintres des Apparences, accompagnés de 3 régisseurs du musée d'Orsay, ont installé et désinstallé 80 peintures en un jour. On a fait appel à leur professionnalisme et ça marche. Alors, sauf que moi, il faut que je change de page. Bref, c'est avec ce souvenir souriant que j'aimerais que nous traitions ce sujet noir, en commençant par le commencement. Et donc, commencer par le commencement, c'est quoi ? C'est un mystère quand même de tous les temps, qui est qu'il faut qu'en, je sais pas, peut-être 2000 ans d'histoire française, les peintres se retrouvent à notre génération, se retrouvent à nos générations, se retrouvent à aller en école d'art de manière très simple, très innocente, à vouloir peindre. Et en école d'art, on leur dit, eh ben non, c'est pas possible. Et donc, on va un peu raconter les histoires de chacun pour commencer. Et on va commencer avec Lise, s'il vous plaît. Très bien. Donc Lise, tu es la plus jeune de la salle, mais tu arrives peut-être à la fin de commettre de cette histoire-là, si tu peux nous en parler un petit peu. Bonsoir tout le monde. Moi, effectivement, je suis arrivée à l'école des Beaux-Arts de Paris en 2009, avec au début pas trop conscience des choses, une sorte de naïveté. Moi, je viens pas du tout d'un milieu artistique, mais bon, j'arrive là-dedans et je fais du dessin, et au début, je suis dans mon truc, donc je me rends pas compte qu'on est déjà un petit peu marginalisé, même au sein de l'école. En fait, il reste beaucoup d'ateliers de peinture aux Beaux-Arts de Paris, mais que déjà, il y a un changement de direction aux Beaux-Arts, et le changement de direction fait qu'il y a une sorte d'influence aussi sur ce qui va se passer, quels jurys sont invités, etc. Et moi, là-dedans, au début, je fais mon truc. Les jurys se passent jamais très bien, d'ailleurs. Enfin, personne ne comprend trop mon travail. Je fais quand même... je continue parce que c'est ce qui m'intéresse. Et voilà, effectivement, je rencontre mon conjoint actuel en dernière année des Beaux-Arts de Paris, et lui a fait une autre école d'art, les Beaux-Arts de Dijon, et lui débarque un peu avec un autre regard, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'on fasse de la peinture figurative aux Beaux-Arts de Paris. Enfin, lui, il arrive avec un autre enseignement qui a été un peu systématique dans les Beaux-Arts de province, mais vraiment une éviction totale de la peinture figurative, c'est hyper marginal. Donc il ne comprend pas qu'il y ait autant d'ateliers de peinture aux Beaux-Arts de Paris, je précise, il ne comprend pas trop ce que je fais non plus. Pour lui, je pense qu'au début, et moi je me posais pas la question, mais je suis pas dans le registre de l'art contemporain. Tout d'un coup, pourtant on a étudié au même moment, et donc ce sera l'occasion de nombreux débats, jusqu'à ce que tout ça évolue un peu, mais plutôt après l'école, où en sortant ça devient plus facile. C'est juste qu'il existe une place pour la peinture en sortant de l'école, en dehors de cette première institution. Et après, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais voilà. Alors, quand tu parlais de changement de directeur, tu parlais de Nicolas Bourriaud. Oui, c'est moi qui dis son nom. Et je vous cite Nicolas Bourriaud récemment, c'était dans Beaux-Arts Magazine, où il parle de peinture, et il dit « Décidément, la peinture n'est pas un médium comme les autres. On a l'impression qu'elle suscite des rejets comme des adhésions en bloc, qu'il s'agit de la déclarer sur l'honneur morte ou vive, avant même de regarder un tableau. Peut-on rester agnostique ? Est-on autorisé à penser que dans les années 1990-2000, peu de jeunes peintres apportaient quelque chose d'original ou d'intense à la pratique picturale ? Ça se passait ailleurs, dans l'utilisation du temps, des médias,
dans l'installation, dans la vidéo. Donc c'est une manière, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est une manière de balayer tout, où il n'y a pas de, voilà, on se pose pas de questions, et c'est une manière, enfin, je trouve que c'est une maltraitance trop grande. Voilà, je trouve que c'est trop, c'est pas assez respectueux des artistes, mais ça c'est mon point de vue personnel. Eric, en tant que jeune peintre des années 90-2000, donc toi tu as fait médecine d'abord. Oui, j'ai fait médecine et sur le milieu il y avait vraiment zéro art. Je viens de la baie de Somme, ceux qui connaissent la baie de Somme. Il n'y a pas beaucoup de musées dans cette région. Il n'y a pas beaucoup de musées dans cette région. Et j'ai fait donc médecine. Et tout le monde était heureux, enfin, quelqu'un qui fait des études dans ma famille. Et puis, j'ai été me promener à la Tête Galerie. J'ai visité des musées comme ça en autonome. Et j'ai décidé après d'entrer aux Beaux-Arts. Alors, j'ai préparé ça en peignant en solitaire, en solitaire. Et je suis arrivé avec mes toiles. Et donc ils m'ont pris parce que c'était très honorifique de faire médecine, etc., de rentrer aux Beaux-Arts, ça rappelait toute une histoire. Mais quand je suis arrivé, naturellement, Chagall. Et donc Chagall, on m'a tout de suite dit, mais Chagall c'est la peinture place du Tertre, quoi. C'est rien. D'ailleurs, les Français continuent de penser que c'est rien. Buren, il a fait une pétition pour qu'on retire le plafond de Chagall à l'opéra, donc ça ne s'arrêtera jamais. Mais donc, j'ai mis du temps à retrouver ce tempus Chagall, cette origine Chagall. Et c'est sûrement quand j'ai quitté le plateau, j'ai eu cette tristesse d'un an où j'ai arrêté de peindre et où je suis parti au Brésil, que j'ai retrouvé le goût de la peinture véritablement et que j'ai retrouvé Chagall peut-être là-bas en Amazonie. Trop bien. Alors pour juste vous raconter qu'on n'est pas tous d'accord, donc Lise Toufflet dans ses apparences a dit que la peinture qu'elle rejetait le plus c'était Marc Chagall. Voilà, c'est intéressant. Je savais pas que ça allait poursuivre autant. J'avais choisi le... Sachant que moi-même j'avais mis interdit au moins de 18 ans sur Chagall parce que je ne suis pas très fan non plus. Mais voilà, c'est pour raconter qu'on a des goûts différents quand même si on dit les choses. Nina, toi comment ça s'est passé? Toi, ouais, moi non plus Chagall. Les Français n'aiment pas. Alors moi j'ai eu la chance d'être dans un milieu où il y avait des peintres autour de moi, donc c'est presque une vocation. Enfin pour moi c'était évident que j'aimais dessiner et que j'avais envie de faire la peinture. Je me posais pas de questions. Donc j'ai pas vraiment fait d'école, mais disons j'ai fait une année de prépa. Après j'ai passé les concours pour les arts déco et les beaux-arts en 1980 environ. J'ai fait une année aux arts déco. Et là, il n'y avait que des discussions autour de la table. C'était vraiment très post-68 et pas du tout de pratique. Donc, avec mon inscription aux Beaux-Arts de Paris, j'ai pu rester 4 ans dans cette école pour avoir la Sécu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de validation de cours ni rien. Il suffisait d'y aller, on avait son tampon. Mais je n'ai pas trouvé d'atelier. Enfin, j'ai trouvé un atelier qui a bien voulu me prendre parce que je disais, de toute façon, je vais travailler chez moi. Parce que quand j'ai vu l'atelier, c'était... une sorte de croûte voilà, sur la longueur. Alors, il faut savoir que dans l'atelier de Nina Childress au Beaux-Arts de Paris, parce qu'elle est professeure au Beaux-Arts de Paris, il est interdit de fumer. C'est un des ateliers les plus propres de tous les Beaux-Arts de Paris, c'est-à-dire qu'il y a des petits critères. Et c'est dans le même lieu que l'atelier où j'ai été prise. Ah bah voilà, c'est situé au même endroit, ce qui est absolument dingue. Mais bref, mais de toute façon, je l'ai regretté par la suite de ne pas avoir fait d'études. On va aller vite. Après, j'ai été dans un groupe punk, puis dans un groupe de musique, puis après dans un groupe de peintres. C'était les Ripollin. Les frères Ripollin. Ouais, et c'était des affichages dans la rue, et c'était lié à la figuration libre, enfin une queue de comète de la figuration libre. Donc il n'y avait pas de problème, disons, de faire de la peinture. On déplaçait l'endroit où on la montrait. Disons que les problèmes ont commencé après, on va dire à la fin des années 80 et jusqu'effectivement la date que tu dis 2008-2009. Mais je pense pour aussi des raisons personnelles, parce que j'ai eu 2 enfants, parce que j'étais une femme, parce que j'étais mignonne et qu'on ne me prenait pas au sérieux, parce que je faisais de la peinture d'après photo, parce que voilà, plein de choses qui ont fait que effectivement j'ai été très, très seule à ce moment-là dans mon travail, délaissée par les institutions, par le marché, partout. Enfin, pas par le marché privé, parce que bon, la peinture, ça se vend quand même. Ça, on en parlera aussi. On en parle aussi. Quand même. Voilà. Trop bien. Daniel, Strasbourg. Daniel Chagall. Ça commence. Moi, Chagall... On va faire un débat pour je vais m'en expliquer très rapidement, et une fois qu'il souscrit.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance sur ce que j'entends des collègues. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je suis d'un milieu extrêmement modeste, un milieu ouvrier, et donc le fait que je passe un bac déjà pour commencer et que je fasse l'enseignement supérieur, enfin les études, déjà pour mes parents, c'était une chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, j'ai pas du tout senti cette pression que j'ai pu voir chez certains de mes copains à l'école, qui étaient d'un milieu plus bourgeois. On leur disait Modigliani, il est beau avant d'être connu. Et donc, j'ai pas eu tout à subir cette espèce de mythologie qui met la peinture en cause. J'ai de la chance à titre double parce que je viens d'un petit patelin complètement paumé au sud de l'Alsace, loin de tout, mais qui se trouve être à 20 km de Bâle. Alors aujourd'hui, Bâle, pour beaucoup de gens, c'est Bâle, l'Artfoire, etc. Mais pour les gens qui n'ont jamais été à Bâle, c'est un des plus beaux musées du monde, tout simplement. Il fait partie du top 10 des plus beaux musées du monde. Et donc j'ai 14 ans et je vais pour aller voir Monet, Renoir et tout ça, et je tombe sur Don Judd, je tombe sur Chagall. Mais le Chagall des années 20, le Chagall des années militantes, qui sont absolument splendissimes. Et Bâle a une très très belle collection. Et c'est un musée qui couvre en gros de Holbein jusqu'à, je vous le dis, je vais pour voir, je me souviens, des Cézanne, j'ai 16 ans. J'ai commencé à peindre tout de suite, je n'avais pas de vocation médicale ou de vocation autre. À 14 ans, je voulais faire des beaux-arts. Et quand j'étais gamin, je voulais faire les beaux-arts, B-O-Z-A-R. Et il y avait un petit dessin animé pour les plus anciens, il y en a pas mal. Le Petit Peintre, ça vous dit quelque chose ? Cherchez YouTube, Le Petit Peintre. Et là, je voyais ce petit peintre dans les Beaux-Arts à Paris qui se baladait. Voilà. Donc ça m'a fait bizarre d'être profageau dans cette même école dont je rêvais étant gamin. Mais tout ça pour dire que j'ai eu cette chance à 14 ans d'avoir à portée de main des amis à qui je veux rendre hommage ce soir, Anne-Marie Henry, il faut voir certainement un jour ce truc, qui m'ont pris en main, qui m'ont amené au musée, alors que j'étais d'un milieu complètement éloigné de ces questions-là, et j'ai découvert comme ça des choses, et je me suis pris dans la figure littéralement, en même temps que Cézanne, les installations lumineuses d'Anne Flavine, des installations de sculpture de Don Judd et en même temps Holbein. Donc c'était vraiment une chance. J'arrive à Strasbourg pour faire mes études. Aux Arts Déco, hein. Ou l'école des Arts Décoratifs, qui était en fait une des écoles qui a... Parce qu'on dit que la peinture est morte, enfin, on peut raccourcir le débat. D'ailleurs, je n'ouvrirai pas ça en 1986-2006, j'ouvrirai ça bien avant déjà. J'irai jusqu'en 76, moi, en fait. Okay. Non, mais c'est ce que nous avons vécu, notre génération, en fait. Hein. J'arrive en 78 à l'école des arts décoratifs, je fais de la peinture et je me dis tiens je vais faire de la gravure parce que la peinture je peux en faire, la gravure, des presses, des choses, et donc je m'inscris là. Et j'ai un enseignement extrêmement académique, 30 heures de dessin par semaine, enfin vous voyez un truc très très sérieux à l'ancienne. Ça existait encore, hein, fin des années 70. Et au bout de 2 ans arrive un professeur, je veux le citer parce qu'il n'y a pas de problème avec ça, c'est Sarkis. Sarkis, c'est la génération Boltanski, Buren, les attitudes deviennent des formes, et c'est un choc thermique, parce que d'un côté, une formation super académique, et Sarkis qui nous parle des dernières biennales à laquelle il participe, la documenta, etc. Et donc ça a été aussi une espèce de bouffée d'art contemporain dans une école qui était très très provinciale, de très grande qualité, mais bon, on s'arrête un peu là. Et ce contraste thermique a été pour moi extrêmement chaud. Alors, pas de peinture, ça c'est clair. Il fallait choisir entre un monochrome gris clair et un monochrome gris plus foncé. Tu le fais au pinceau, tu le fais au rouleau. Ça engage des problématiques politiques profondes si c'est fait au rouleau et pas au pinceau. Prise de tête, d'étape, on est dehors, on est comme ça et tout. Et j'ai plus fait de peinture pendant 2 ans. Et j'ai présenté mon diplôme, j'ai présenté ce diplôme qu'aucun de mes profs n'avait vu, et avec de la peinture uniquement. Mais grâce à une autre révélation qui était une visite de la documenta, et je terminerai sur ça, Thomas, je cite Sarkis parce qu'il a été d'une générosité absolument totale avec ses étudiants, avec des doxas, des positions très très dures, mais qui, moi, m'ont obligé à ne pas prendre la peinture comme étant une chose charismatique donnée parce que c'est de la peinture, ça tombe du ciel et Dieu vous touche. Non, c'est une chose qui se discute et qui se met en débat critique, comme la vidéo, comme la photographie, comme tout le reste, en fait. Et ça a été pour moi un événement. Alors j'ai perdu beaucoup de temps, certes, mais je suis profondément ancré dans cette affaire. Trop bien. Katia. Alors les arts déco, toi c'est les arts déco aussi? Oui, alors moi avant les arts déco, c'est ce qui m'a mené aux arts déco. Donc moi je suis née à Marseille, donc dans les quartiers nord, et il y avait une école qui était super à Marseille, dans ces quartiers nord, où j'ai fait mon bac F12, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est ST2A.
Et puis, suite à ce bac, j'ai fait... donc, on avait beaucoup d'heures de dessin, puis d'expression plastique, tout ça. Donc, ça nous avait permis vraiment... Il y avait des options possibles en plus, de rajouter des heures et des heures à la pratique. Suite à ça, j'ai fait un BTS plasticien de l'environnement architectural qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'occupait, en fait... maintenant, c'est un DNMed, mais il n'existe plus cependant. Il s'occupait de peinture murale sur des murs aveugles, de places, de ronds-points, d'aménagements comme ça. Donc on abordait le volume, on abordait la peinture. C'est des années très Jacques Lang, quoi, là, pour le coup. Mais j'ai... professionnel. Oui, bon, il n'a pas duré longtemps. Cependant, j'avais un très bon prof qui s'appelait Henri Le Chénier, qui était peintre lui-même, qui était ami de Velikovic, d'Adami, de Rébérol. Et il organisait chaque été des expos à Aix-en-Provence, au cloître Saint-Louis. Il avait organisé une très belle expo qui s'appelait Images du corps, où il avait fait venir Bacon, Pons, enfin. Et tout ça m'a donné le goût de la peinture. Et j'ai tenté les arts déco, mais dans ma tête, c'était vraiment quelque chose c'était extraordinaire de le réussir. Et dans ma tête, j'allais faire partir d'une élite, d'une école et pour les élites. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je vivais en BTS était beaucoup plus riche que ce que j'ai vécu aux Arts Déco, parce qu'aux Arts Déco, on a été un peu une section abandonnée en peinture. C'était pas du tout le bon moment, l'année où je suis arrivée. Donc on était un peu les parias des Arts Déco. Mais on pouvait profiter des ateliers de gravure, de sérigraphie. Donc j'ai profité de tous ces ateliers-là. J'ai eu beaucoup de plaisir avec la fresque, la mosaïque. J'ai appris beaucoup de technicité, mais pas énormément en peinture. On était plus des autodidactes qu'autre chose. On était 7 peintres à ce moment-là. Et de mémoire, les autres ne sont plus là aujourd'hui, quoi. Alors, là, on pourrait dire que oui, il y a 5 parcours. C'est un peu 5 fois quand même la même histoire, et on pourrait dire qu'on exagère et tout ça. Et donc là, j'ai découvert la poubelle de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la poubelle de l'histoire ? C'est les témoignages de tous les gens des apparences à qui j'ai écrit et qui m'ont envoyé des anecdotes sur ce qu'on leur a fait en tant que peintre dans leur carrière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne au hasard une anecdote et que vous lisiez chacun peut-être une anecdote de la poubelle de l'histoire. C'est anonymisé, il n'y a pas de... Voilà, si tu veux chercher, voilà. Donc il y a des petites phrases, voilà, si tu veux commencer, Katia, pour le rythme de... Alors, donc, une question qui a été posée. Comment interrogez-vous votre médium, pensif du jury de diplôme, sous-entendant, on espère que vous n'êtes pas dupe et que peindre aujourd'hui au premier degré, c'est ringard et réactionnaire. Daniel ? En fait, je me suis donné la contradiction, Thomas. Je trouve qu'elle est très belle, cette citation. On dit que la peinture est une fenêtre ouverte sur le monde. Ici, je ne vois qu'une vitre sale. Ah oui, je suis d'accord, ça, j'aime bien. J'aime bien la vanne. Ça pourrait être de Kurt Schwitters, ce truc-là. Ah ouais, c'est vrai que j'aime bien la vanne. C'est très beau. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne se fait pas, ça. Tu m'as l'air d'être un garçon intelligent, pourtant. C'est signé d'un collègue théoricien d'école des beaux-arts territoriales. Donc c'est par rapport à l'intelligence. C'est pas une histoire de bête comme un peintre. Voilà. Est-ce qu'au moins, vous comprenez pourquoi une peinture comme la vôtre n'a pas sa place dans un frac ? C'est un directeur de frac en visite d'atelier. Alors, tu sais, la peinture est bien morte. Et c'est un président du jury de diplôme après avoir félicité le peintre de manière inattendue. Voilà. Ça, le peintre dans la salle, c'est un reste secret. Donc là, l'idée, c'est que pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi c'est que français ? Alors, je sais bien qu'on n'est pas des théoriciens et tout ça. Je pense qu'Éric, tu as un peu une vision... on en a parlé beaucoup avec toi. Tu as une vision assez précise du sujet. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui fait que... Alors, on pourra parler des dates, si tu veux, Daniel, avec plaisir. Moi, je date de 86. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la figuration libre, quand même, qui a été importante et qui a pris la place. C'est quand même presque le dernier courant... Je ne sais pas s'il y a un problème de micro ou pas, mais c'est presque le dernier courant de... Je fais ça comme ça. C'est presque le dernier courant de français, on va dire. Ça, on pourrait reprocher aux artistes de ne pas faire des courants. Moi, je tiens à dire que les artistes ne sont pas meilleurs que les êtres humains et qu'on a été élevés dans un individualisme crasse depuis très longtemps. Et donc, il ne faut pas nous demander d'être meilleurs que les humains, les Français. Voilà. Ça, c'est un argument, c'est un petit argument. Mais Éric, tu peux nous en parler ? Tu avais 3 points. Non, j'avais mis plutôt sur trois points. C'est 1964.
c'est la Biennale de Venise, et la France, les biennales, elles gagnent souvent, c'est l'école de Paris qui domine, etc. C'est la peinture française qui domine, et 1964, c'est Rauschenberg. Et Rauschenberg, c'est un peintre. Rauschenberg, c'est un peintre américain. Oui, qui fait les combines, etc. Et donc, Jasper John, tout cet art américain, qui n'est pas lié obligatoirement à l'abstraction américaine, rentre. Et si on voit toute la sélection de ceux qui obtiennent des prix en 64, vous pouvez regarder. Bissière a un prix pour le classicisme, pour quelque chose comme ça, vraiment qui tombe sur la France là-dessus. Et je crois que ça, c'était vraiment une blessure narcissique très forte en France. Donc je mettrai cette date-là. Alors je donne un petit argument que je connais par cœur, je ne sais pas pourquoi, mais ne demandez pas. C'est le marché de l'art le marché de l'art français dans le monde en 1945, c'est 39%, et aujourd'hui c'est 4%. Voilà. La deuxième chose, c'est si vous regardez, c'est facile, vous tapez Biennale de Paris, et vous regardez première biennale, vous avez 98,6 de peintres, et que français. Et peu à peu, vous voyez, deuxième biennale, troisième biennale, quatrième biennale, il n'y a plus de peintres. Donc on arrive en 73. Donc 73, c'est déjà, alors là, c'est terminé, cette chose-là. Il y a un artiste français à chaque biennale. Une fois c'est Buren, une fois c'est Boltanski, une fois c'est Sarkis, une fois c'est cela. C'est très très clair, mais il n'y a plus aucun peintre français qui sont là. Il y a l'arrivée quand même de la peinture américaine avec la galerie Sonnabend. Donc comme j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Gérard Fromanger, je comprends bien ce qui s'est passé sur cette jeunesse-là de ces artistes qui étaient plongés dans cette question de la peinture américaine et qui ont réagi finalement à cette peinture-là, avec aussi une politisation. Donc la peinture était possible chez Gérard, mais chez Gérard Fromanger et tous, autour de cette question d'un fait politique. C'est pour ça que des gens comme Deleuze, etc., ont soutenu. Donc ça, pour moi, c'est une chose vraiment importante. Deuxième, c'est la figuration narrative. Figuration narrative, voilà. Oui. La date que je mettrai, moi, c'est 81. Je ne sais pas si la gauche arrive au pouvoir en 81, mais l'administration arrive en 81. Et donc les DRAC, les CNAP, les FRAC, les CLINC, tout ce que vous pouvez en faire des ZAC et des AC. Et à partir de là, il y a une doxa, une direction artistique, donc un projet, un plan artistique. Et donc, une chose qui est très claire, c'est que on imagine très simplement, il y a eu la matière, il y a eu ceci, maintenant l'abstraction, et après le virtuel, etc. Il y a vraiment un plan de l'art qui s'établit par une administration qui est nommée à ce moment-là, et qui est toujours d'ailleurs là. Hein. Il y a des gens qui sont nommés les centres d'art depuis 81, ils sont toujours là, ou ça va être repris par... Il y a une espèce de vision théologique de l'histoire, comme ça. Donc l'histoire de l'art aurait un sens, et on va vers la décomposition du tableau, vers la performance, vers l'installation, et des choses comme ça. Et donc dans ce cadre-là, la peinture ne marche plus, puisque d'un coup on est passé déjà par le minimalisme, puis après support surface, puis après... voilà, enfin, en gros l'objet s'est dilué, quoi. Et donc, revenir avec la peinture, ça pose problème, ça pose question dans ce cadre-là. Et l'aboutissement, je pourrais dire, de ça, c'est quand je fais ce projet un peu dingue du Centre d'art contemporain, le Plateau. Ça, on va en parler après. Oui. Et quand je dis j'ai pas assez d'argent, bon, c'était du béton, et donc je demande au ministère de la Culture, j'aimerais mettre comme des cloisons pour pouvoir accrocher des choses. Et cet inspecteur, qui est en grande place toujours aujourd'hui au ministère de la Culture, me dit mais on n'accroche plus rien sur les murs. On n'accroche plus rien sur les murs. Et voilà. C'est l'aboutissement véritablement de cette question. L'art n'a plus besoin d'être montré, où il est là, en centre, etc. Où il est performant, où il est... et voilà, c'est sur l'effacement. Peut-être que si Katia peut nous raconter une anecdote que tu m'as racontée à propos de ton acquisition. Alors, je précise que tout le monde a été acheté par les FRAC, à part moi. Peut-être Lise, je sais pas. Dans Lise, non. Mais Lise et moi, non. Mais vous tous, oui. C'est pour être aussi honnête par rapport à ça. Avant le plateau. Sachant que les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, c'est 13% de peinture. 29% de femmes artistes, mais 13% de peinture. Oui, alors je vois où tu vas en venir. Le truc, c'est que les FRAC aussi fonctionnent chacun avec un plan, une identité, enfin une collection. Donc on ne peut pas rentrer dans tous les FRAC parce qu'il faut trouver en réalité le FRAC qui ouvre un peu
vers là où nous nous trouvons nous-mêmes. Donc pour donner un exemple, c'est par exemple le frac du Nord, c'est plus le dessin, voilà. Le frac Clermont-Ferrand, c'est beaucoup plus la peinture, c'est 50% de peinture. Mais c'est récent, ça. C'est récent. Oui, c'est des petits. Pas au début. Au début, c'était effectivement plus proche de ce que tu dis. Donc je sais que moi, alors moi j'étais très attachée à ma ville, à Marseille, et comme j'ai travaillé la plupart de mon temps à Marseille, c'est un grand désir pour moi de rentrer dans le frac PACA à l'époque. Et maintenant il a changé. Qui est très vidéo d'ailleurs. Voilà, qui était très vidéo, photo, tout ça, mais avec un axe sur l'habitat, l'architecture et tout. Il se trouve que dans mon travail de peinture, parce que, alors je reviens sur ça, même je ne me définis pas peintre. Souvent, j'ai plutôt l'habitude de dire que je suis une artiste au sens large, dans le sens où je fais de la peinture, et c'est mon médium de base, c'est celui que j'utilise tous les jours à l'atelier, et c'est lui qui m'accompagne tout le temps. Mais je fais des écarts, je fais aussi des fois des volumes, de l'installation, ce qui m'a pas mal aidé à une époque de ma vie. Et donc, on propose à ce frac un axe qui était cabane, puisque j'avais peint des cabanes, mais j'avais fait aussi des volumes de cabanes. Donc, là, on me dit, ça serait bien quand même, tu me montres un peu les volumes. Donc, on fait un dossier double, peinture, volume. Et évidemment, le frac, alors, on va dire qu'aujourd'hui, mon travail pour lequel je suis plus reconnue est un travail de peinture. Le frac a acheté 5 petits volumes cabanes. Ils savaient qu'il fallait acheter, mais ils ne se sont pas mouillés jusqu'à aller acheter la peinture. Et toi, Daniel, tu m'as parlé de ce qui s'est passé avec ta galerie de Bordeaux, c'est ça Oui, c'est les stratégies. On a échangé hier avec Thomas, il me disait, mais je vois que tu as quand même beaucoup d'entrées dans les fracs et dans les collections publiques. Parce que ça, vous pouvez tout regarder sur Internet, vous avez frac, vous voyez toutes les entrées de tout le monde et tout ça. Et de lui expliquer qu'en fait, c'est souvent sur un quiproquo, comme disait Michel Blanc qui vient de mourir, c'est qu'il y a des trucs qui se passent parfois un peu malgré vous. Il se trouve que j'étais le seul peintre dans une galerie qui a été la galerie Jean-François Dumont à Bordeaux dans la fin des années, milieu des années 80 jusqu'à fin 90 à peu près, je ne me souviens plus précisément. Et Jean-François avait un talent considérable pour repérer des artistes, et c'est lui qui a mis sur la scène Pascal Convert, Hubert Duprat, Nathalie Talek, Richard Foguet, et j'en passe de nombreux autres en fait. Éric Poitvin. Enfin voilà, donc toute une génération comme ça à laquelle j'appartiens. Et j'étais le seul peintre, parce qu'il y a 2-3 copains qui ont dit il faut que tu ailles voir Daniel, c'est intéressant et tout. Alors, vous avez vu certains mots des peintures, mais ce qu'il faut très rapidement et en 2 phrases expliquer, c'est que je ne fais pas que de la peinture à l'huile sur toile de lin avec des soies de porc. Je fais aussi beaucoup de peinture sous verre, je peins sur des plaques de marbre, enfin une peinture qui essaie d'un champ d'investigation des supports de la peinture et de l'histoire de la peinture, à laquelle je suis très attaché. Et donc cet argument-là suffisait pour que je puisse être dans cette galerie le seul peintre, et ce qui m'a valu une position un peu étrange. Mes co-religionnaires, les gens de ma génération, Nina, Eric, on s'est rencontrés très tardivement finalement, alors que tout le monde se connaissait. Moi j'étais le peintre dans une galerie de non-peintres, et j'étais absolument perçu comme un drôle de zigoto par les autres collègues peintres en fait. Donc une situation un peu difficile. Et en fait, j'ai eu quelques acquisitions dans les fracs à l'époque, parce que précisément, comme j'étais entouré de tous ces gens-là, les directeurs de frac se sentaient un peu circonscrits. Quoi. Il se passait un truc. En plus, c'était de la peinture sous verre, donc un truc étrange, de grand verre, du champ, et donc la photographie sous... Enfin, tous les arguments un peu fallacieux étaient là, en fait. Et alors que moi, non, je fais de la peinture. Quoi. C'est une technique de peinture comme une autre. Et donc, je me suis retrouvé comme ça à acheter. Mais pour clore sur ce truc-là, j'ai été un jour acheté dans un frac d'une grande ville française, au centre de la France, parce que j'avais un procès contre le Front National. Et en fait, quelqu'un dans le jury de ce frac dit tiens, il faut acheter un tableau à Schlier pour le soutenir, il a des frais de justice. Et le directeur de ce frac, qui était aussi un grand centre d'art dans la banlieue de Lyon, qui est décédé maintenant, dit de toute façon, si ça doit tomber sur un couillon d'artiste, autant que ça tombe sur lui, parce qu'il fait de la peinture, et ça bouffe pas de pain. Ce serait un gars qui ferait un truc plus sérieux, ce serait autre chose. Et donc, ils m'ont acheté au tiers du prix un tableau pour m'aider à couvrir mes frais de justice. C'est comme ça aussi courant dans les fracs. Et toi, Nina, ça s'est passé comment parce que, alors toi, j'ai regardé sur j'ai regardé sur le site du frac, et j'ai vu que ça a explosé à un moment donné. D'un coup, tu as fait le tour t'as fait beaucoup de tours, c'était des années 2000, tout ça. Disons, pendant longtemps, il n'y avait rien, mais j'ai eu quand même des acquisitions par les fracs un petit peu avant, disons au début des années 2000, et là, je pense que c'était
Oui, c'est des beaux tableaux. Enfin, oui, on va défendre la peinture. Il y avait quelque chose comme ça. D'accord, c'est la peinture, mais elle est bien. C'était quelque chose. Bon, c'est ce genre d'argument qu'on me retournait. Puis c'était pas cher. Peut-être. C'est une vérité. Il faut savoir que les fracs. Mais j'ai eu par contre beaucoup de déconvenues avec le FNAC. Le Fonds national d'art contemporain. Ouais, voilà, ça j'ai présenté plein de fois, j'ai été retoqué au moins 5 fois. Et parce qu'il faut être introduit soit par une galerie, alors je l'ai fait toute seule, ça n'a pas marché, je l'ai fait avec ma galerie, ça n'a pas marché. Puis une fois qu'on est un peu appelé ou qu'on connaît l'artiste qui est dans le jury, ça peut aider. Mais même je connaissais, je sais pas, à un moment ça a été Xavier Veillant ou Firman qui était dans le jury, je leur disais ouais, mais la peinture, bon alors. Bon, c'était compliqué et en fait ils m'ont acheté quand ça commençait à marcher ailleurs, que j'étais acheté ailleurs en fait. Donc, voilà. Et toi, tu fais partie de ces artistes qui ont été reconnus à l'étranger, parce qu'il y a eu une influence. Un étranger assez proche quand même. Oui, mais quand même, ça suffit. Non, mais c'était quand même donc une personne française. Ouais. Non, mais c'est à la fois Christian Bernard et un Français, Yannick Milou, qui était le directeur du FRAC Limoges, Limousin. Qui lui aussi m'a acheté au début, qui tous les deux ensemble m'ont proposé une expo qui allait tourner, en gros. Alors c'est vrai qu'ils étaient amis, c'est des personnes voilà, de très grande valeur, mais c'est davantage Christian Bernard qui, par son influence et par son prestige, ont fait que ah bon, Nina elle expose au MAMCO. Ah bah bon. MAMCO, c'est un grand musée à Genève. Alors maintenant c'est plus ça. C'était mieux avant, mais bon, c'était toi. Mais... Non, c'est Lionel Bovier, c'est-à-dire que c'est un musée qui a beaucoup changé, qui va d'ailleurs fermer. J'ai un tableau de la collection qui est exposé en ce moment parce qu'il montre, il y a eu des votes et il montre les œuvres de la collection. Et juste, j'ai une anecdote. Par votation, ils t'ont accroché alors, c'est ça? Oui, je sais pas qui a voté. Comme ça, discrètement. Mais alors, j'ai une anecdote, c'est qu'ils éditent un petit mensuel. Non, un journal peut-être 2 fois par an, 3 fois par an, où ils expliquent leurs expos, etc. Et là, dans le dernier, ils parlent de cette expo rétrospective. Et pas une fois le nom de Christian Bernard est cité, alors que c'est lui qui a constitué la collection en partie. Voilà, donc, bon, il faut savoir que c'est un monde, que les gens de pouvoir qui règlent ces institutions, ils sont aussi très imbus de leur choix, et c'est compliqué. Alors justement, je voudrais reprendre un texte que Judicaël Labrador a écrit sur le Jour des peintres. Et en fait, il décrit le fait que, à mon avis naïvement, mais voilà, on peut en parler, il décrit le fait que cette histoire de délaissement de la peinture en France est beaucoup due aux artistes eux-mêmes. Donc il cite Buren, et ensuite il cite Support Surface, comme des artistes qui évidemment étaient contre l'objet tableau, en faire quelque chose de réactionnaire, en faire quelque chose de bourgeois et tout ça. Et que c'est ça qui aurait influencé la situation française, qui fait que d'un coup, il y a un rejet de la peinture. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie de responsabilité des institutions qui ont plutôt choisi ces artistes-là jusqu'à aujourd'hui, peut-être les vitraux de Notre-Dame, alors que c'est censé être des vitraux figuratifs, et ce sera sûrement Buren qui va gagner. La question, c'est pourquoi quelle responsabilité ont ces gens-là par rapport à une situation que nous, on a vécue, qui est quand même... je pense à Marie-Claire Mictou qui décrit une situation arasée, c'est-à-dire vraiment où il ne se passe pas grand-chose. Je pense aussi, par exemple, à Katia. Aujourd'hui, on a plein de peintres, notamment des jeunes peintres du Jour des peintres, qui rentrent en galerie presque en 3e année des Beaux-Arts, et c'est peut-être aussi un autre problème, parce que d'un coup, ils sont un peu pris comme ça, même pas matures dans un marché, mais nous, on a une génération où c'était peut-être plus vers 30 ans, 31, 32 ans qu'on rentre en galerie, mais il y a tout ce truc-là qui... voilà. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir sans... Je vois Nina pas très... Eric, tu parlais de Rauschenberg en 64. Ouais. Vous savez qui était la peinture française en 64, la Biennale de Venise? Non. Roger Brault. Roger Brault, ouais. B-R-O, très bien. Alors je dis Roger, c'est peut-être pas Roger, je suis plus sûr du prénom. Ouais. Et allez voir ça. C'est aussi la faute des artistes et des institutions. C'était une peinture française profondément épuisée, qui s'accrochait comme ça à des valeurs d'une autre époque. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a une espèce de revival et on peut redécouvrir dans les détails des artistes pas si intéressants que cela, mais ils ont été pris par une vague de peinture complètement épuisée. Il faut le dire aussi, et quand Rauschenberg arrive là-dedans,
À choisir entre Brault et Rauschenberg, j'hésite pas longtemps. Oui, il y a comme des vitamines dans la peinture américaine de l'époque qui proposaient un truc. Il ne faut pas non plus commencer à avoir une espèce de discours sur la peinture française. Oui, mais quand Nicolas Bourgeot parle des années 90-2000, Gilayo, il était vivant. Hein. Oui. Alors après, effectivement, il y a après, entre cette peinture épuisée et la figuration narrative qui était sur la scène française, la figuration narrative, l'expo de Gilayo l'a montré. Il y avait un tableau qui n'était pas à sortir. C'était cette scène avec le GI américain. Ouais. Enfin, c'est une peinture qui était hyper politisée. C'est la pire des choses en peinture. Qui vieillit. Il faut dire les choses comme elles sont. Et à l'époque, il n'y avait que ça sur la scène un peu militante, en fait. Avec à côté une abstraction radicale, marxiste, etc. Enfin, on connaît tous les discours les plus anciens. On se souvient que... Enfin, en France, c'est le problème. Vous faites du vélo, vous êtes de gauche. Vous faites de la bicyclette, vous êtes de droite. Donc... il faut toujours choisir si on va sur un 2 roues ou si on va à pied, quoi. Donc c'est toujours compliqué. Donc je pense qu'effectivement les artistes ont aussi leur faute dans cette affaire-là. Et si ce n'est pas les artistes eux-mêmes qui font toujours leur peinture avec beaucoup d'honnêteté en quelque sorte, c'est les gens qui vont les choisir, les porter au nu. Voilà, ce monsieur Brault, enfin, j'ai découvert ça par plus grand des hasards il y a 3 jours. C'est pour ça que 64 ça m'est resté. Je me suis dit mais bon voilà quoi. C'est aussi une réalité. Alors qui après les institutions françaises qui montraient ces artistes-là? Ça, j'en ai aucune idée. Micro. Non, je suis tout à fait d'accord. Je réfléchissais à une chose, c'est effectivement, on peut répondre à cette question-là. Pourquoi en 85, il n'y a pas... Je dis 85 parce qu'en 85, il y a Rudi Fuchs qui fait une exposition à Düsseldorf qui s'appelle Von Ihr Haus, où il y a Richter, où il y a Baslitz, où il y a Polke, où il y a Beuys qui expose avec eux en complémentarité et beaucoup d'autres. C'est-à-dire, il y a des gens conceptuels, il y a des gens qui sont peintres, et qui tout le monde se retrouve, et les Allemands ont su faire ça. Nous, on nous dit souvent, ce que perfidement, on peut dire perfidement, pour ce qu'a dit M. Bourriot, c'est que nous n'avions pas la force, là, en France, il n'y avait pas la force, mais il n'y avait pas de soutien. Donc, sûrement, il y a eu des artistes qui ont été massacrés parce que si vous n'êtes pas arrosé, si vous devez vous battre du matin au soir pour trouver 3 francs 6 sous pour payer vos peintures, votre atelier et je ne sais quoi, ou vous n'avez pas d'atelier, parce que aussi l'attribution des ateliers, on pourra en parler, etc., etc. C'est très très dur. Les Allemands ont su, évidemment, la peinture allemande nous a sauvés, faut le dire. C'est la poursuite des gens comme Rudi Fuchs avec cette merveilleuse exposition Von Ihr Haus, moi ça m'a énormément aidé de voir cette exposition. Eric, j'étais en 82 étudiant. Sarkis nous invite à aller à la Documenta où il est exposé lui-même. Il nous dit venez, vous êtes étudiant, vous êtes dans les coulisses de la Documenta qui est quand même les JO de l'art contemporain. Et là, c'est Polk, c'est Richter, c'est Kirkeby, c'est Kiefer, c'est les peace painting de Andy Warhol, et à côté d'installations de Beuys, de Sarkis, etc., etc. Et il n'y avait pas du tout de distinction qui était faite pour eux. Il y avait un peintre hollandais néoconstructiviste à côté de gens qui ont complètement disparu. Lise, tu voulais dire un truc? Il y avait Myriam Kahn. Et il y avait Myriam Kahn. Lise, je me posais la question de la responsabilité. Et en fait, nous, pour notre génération, du coup, comme je pense qu'on est arrivé un peu après, nous, on a eu comme professeurs les artistes de votre génération qui ont été frustrés de la peinture. Et du coup, je pense que les bourreaux étant devenus, enfin les victimes étant devenues bourreaux, on a été encore plus interdits de faire ce qu'on avait envie de faire, alors que on n'était pas du tout essoufflés. Enfin, j'ai pas l'impression que nous, notre génération, on n'était pas là. Ça dépend des situations. Très honnêtement, je suis devenu prof de peinture à Strasbourg et je me suis fait une seule doxa, ne pas faire chier les étudiants avec ça. Et au contraire, on va voir dans les poubelles de l'histoire, il y a des témoignages. Non, mais c'est juste parce que avant d'être aux Beaux-Arts de Paris, j'ai fait une prépa et que du coup, j'ai eu des amis qui ont été dans d'autres Beaux-Arts. J'ai l'impression que nous, on était un peu une exception, mais comme je disais, moi, j'avais pas trop les yeux ouverts sur le monde non plus. Je pense que j'étais un petit peu naïve, mais quand même, moi, j'ai énormément de personnes qui témoignent d'avoir été dans des écoles et de n'avoir pas pu faire du tout de la peinture figurative parce que c'était une humiliation totale. C'est très simple. Il y avait 3 écoles. Il y avait les Beaux-Arts de Paris. Il y avait Saint-Étienne avec Denis Laget les Arts Déco de Strasbourg. Et ses copains. Les Arts Déco de Strasbourg, dont j'étais prof à l'époque.
Et Saint-Étienne. Je voulais aller aussi parce que. Non, c'est un peu les seuls en fait, à vrai dire. Ouais. Et là, il y a encore. Merci, parce que moi j'étais à Nancy depuis. Ouais, t'étais après à Nancy, arrête. Après Non, j'étais en 2007. Oui, il y a eu un petit filon comme ça. Non, c'est pas grave. C'était juste pour dire que c'était pas tout à fait la responsabilité. Je dis pas que c'est la responsabilité des professeurs qui étaient les artistes de l'époque, mais. J'ai un peu perdu le fil. Mais ça, on peut en parler peut-être. Alors peut-être en parlons-en avec Eric, qui est dans une école qui est l'école de Bourges, où Eric, moi, j'étais venu il y a peut-être 15 ans dans l'école de Bourges, où tu étais au fin fond, il y avait une petite salle au fin fond, à peine chauffée, avec très peu d'espace pour les peintres, et puis finalement, là, tu as presque tout un étage. Je pense aussi à Frédéric Léglise, qui était aux Arts de Grenoble, qui a comme ça mangé quasiment un étage de l'école d'art, c'est-à-dire qu'il y a aussi une bataille, et c'est pas une bataille qui se finit, qui s'arrête encore aujourd'hui. Ouais. Tu veux juste en parler de 2 minutes voilà. Non, quand je suis arrivé à Bourges, il n'y avait vraiment plus de peinture du tout. Donc on a reconstruit ça pas à pas. Aujourd'hui, j'étais hyper heureux le jour des peintres, qui est des Wadi, qui est Bilal, qui sont mes étudiants, et tant d'autres qui viennent de l'école de Bourges. Hein. C'est maintenant il y a une véritable école de Bourges, mais c'est un combat de tous les jours. Admettons, on va dire 35%, mais j'en ris, hein, c'est aucune tristesse là-dedans, 35% d'étudiants qui veulent faire de la peinture à Bourges, ils font de la peinture à Bourges, et on a un budget de 5%. Ouais. Ça n'a pas changé. Voilà. Moi, je veux quand même témoigner, parce que sur cette question de... Non, je ne veux pas temporiser, okay. Je veux quand même apporter mon point de vue, parce que je me souviens très bien avoir... Parce que finalement, moi, j'ai commencé à avoir un peu de reconnaissance en devenant enseignante, parce que ça m'a permis de retourner à l'école, d'apprendre des choses et de transmettre. Mais je sais qu'à chaque fois, j'ai été recrutée, prise... J'ai été remarquée dans un concours pour être prof à la Villa Arson. C'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est Pinault qui va être titularisé. C'est comme ça que ça se fait. Et ce qui a plu, c'est que justement, j'arrivais à être pas complexée par rapport à la peinture, à aimer la peinture, à dire que je voulais transmettre ça. Et quand j'ai été recrutée sur des postes, après on me gardait, on m'appréciait parce que j'enseignais la technique, parce que voilà, j'étais ce que vraiment les étudiants cherchaient. Bon, je ne veux pas me vendre en tant que prof, mais je sais que c'était vraiment les autres profs de peinture qui traînaient, c'était soit des artistes très aigris qui ne faisaient rien que de se saouler la gueule au bistrot, soit des gens qui finalement n'étaient pas vraiment peintres. Enfin, il n'y avait vraiment pas ça, quoi. Alors, c'est pas le cas à Paris, parce qu'à Paris, voilà, et moi, c'était mon désir... Moi, j'en connaissais, c'est écrit à Paris. Oui, mais c'était mon désir d'enseigner en atelier. Oui. Voilà, finalement, j'ai réussi à le faire, mais c'est vrai que je pense que cette question de l'enseignement, elle est vraiment capitale, parce qu'en Allemagne, c'était l'enseignement en atelier, et je pense que ça joue aussi beaucoup sur... Après, il y a quand même quelque chose que moi je me pose comme question, parce que je vois maintenant des amis, des gens de mon âge, comme Mireille Blanc, Evan Nielsen, Romain Bernini rentrer au Beaux-Arts de Paris comme professeur, et en fait je me rends compte qu'ils ont des opportunités de travail, parce que en fait, l'école reste un endroit de circulation pour l'art et tout ça, ce qui est bien la preuve qu'il n'y en a pas pour nous à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est l'école ou rien, quoi. Et ça, c'est quand même une vraie question. J'ai pas compris. Ils rencontrent des gens, ils rencontrent des artistes, c'est un lieu de passage, en tout cas, c'est ce que je vois, tu vois. Non, mais c'est une vraie question pour pas être tout seul dans son atelier. Oui, mais c'est quand même intéressant qu'il n'y ait pas d'autres lieux pour nous. Ça, c'est un vrai sujet, donc je vais faire une citation sur le Centre Pompidou. En un an, j'ai tout épluché comme ça. Il y a 2 ans, en un an dans le Centre Pompidou, en programmation culturelle, il y avait un peintre qui a été invité pendant 44 minutes. C'était Gérard Garou, 75 ans, pour 44 minutes à parler, quoi. C'est-à-dire qu'on manque quand même d'espace, je pense très sérieusement, pour pouvoir échanger, se parler, tout ça. Ne serait-ce que de temps, là, parce qu'on est déjà presque 45 minutes, alors qu'on n'a plus le temps, voilà, mais c'est un vrai sujet, je trouve que c'est quand même un sujet, encore une fois, de structure qui pourrait accueillir des choses, qui pourrait faire des choses. On pourrait imaginer une maison européenne de la peinture, on pourrait imaginer plein de choses comme ça qui n'existent pas, qui existent pour la photographie. Voilà. Il y a des symposiums de sculpture, il y a des rencontres de photographie, il y a des festivals de vidéo, et si tu dis que tu veux faire un truc de peinture, tu te fais... Voilà. Tu parlais Eric parlait de son atelier de peinture, à Strasbourg, j'ai joué mon physique, quoi. Non, mais réellement, j'étais face à des groupes de recherche qui étaient tous sur des trucs très nomades et très gazeux, et je dis non, je vais faire de la peinture. Et j'ai un collègue qui m'a dit, mais tu peux plus aujourd'hui faire un atelier de peinture. Je
Je dis, ben si, mais comment? Ben c'est très simple, voilà, je prends 5 salles, je mets des lumières correctes, je mets des lavabos corrects, et puis je veux un budget, j'avais 1/5 du budget de mes autres collègues. Pour 30 à 40% des étudiants. Hein. Non, je repensais parce qu'on en discutait, mais de la place un peu intermédiaire qu'a eu le dessin pendant cette période, où moi aussi, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je verrais que j'ai commencé avec le dessin, et je ne m'étais pas rendu compte tout de suite, mais il y a quand même un salon du dessin contemporain, il n'y a aucun salon de peinture contemporaine, il y a encore une étape qui est plus considérée plus ringarde dans le geste de peinture, alors que le dessin, on peut dessiner sur les murs, on peut faire des choses un peu comme ça. Mais ça a été interdit aussi pendant des tas d'années, le dessin. Oui, mais justement, là, elle est arrivée. Mais c'est vrai que voilà, dans mon expérience, et peut-être dans les pirouettes que j'ai un petit peu usées aussi au début de mon travail de peinture, et notamment pour les diplômes, c'était de m'emparer du mur. Et ça commençait à être un petit peu considéré comme un travail acceptable parce que je débordais du cadre, donc tout de suite, vraiment révolutionner la peinture. Et je le faisais parce que ça m'a toujours amusé. Mais en fait, les gens, ça les rassurait vachement d'avoir quelqu'un qui n'était pas dans son cadre, dans son truc, pour montrer patte blanche dans le milieu de l'art contemporain. C'est une réalité, Lise. Mais je me suis permis d'intervenir parce que c'est jamais les peintres, c'est jamais les écoles. Bien sûr. C'est difficile de globaliser les choses, en fait. Non, mais c'est sûr. Mais et Madame intervient sur le dessin. Oui, le dessin a une reconnaissance aujourd'hui. Il y a eu des écoles qui ont toujours enseigné le dessin, Paris, Strasbourg, ça a toujours été inscrit là. Il y a des écoles qui ont... C'était plus obligatoire. Oui, moi je vous propose qu'on fasse des questions du public après, mais moi par exemple j'ai appris le dessin de nu avec Claude Viala, ce qui était quand même un peu bizarre. Hein, mais... Oui, mais bon, en tout cas le dessin est resté dans certains endroits, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, en même temps, pour prendre une phrase un peu d'actualité, en même temps, je pourrais citer là quelqu'un que je ne vais pas citer, qui est directeur d'une grande école actuellement en France. Il a été dans une école plus petite, il a fermé le dessin, il a fermé l'atelier de peinture, qu'il a remplacé par un séminaire qu'il a appelé SOS Peinture, qui dure 15 jours sur 5 ans, non pas 15 jours par semestre, mais 15 jours sur 5 ans, avec une semaine entière consacrée à la recherche du champ référentiel pour le travail du mémoire. Donc ça vous laisse une semaine sur 5 ans, un truc qui s'appelle SOS Peinture, bonjour les enfants. Et à côté de ça, il a aussi fermé les ateliers légers, donc bois, métal, etc. Voilà. Et ce triste cire est en train de détruire une des plus grandes écoles de France, et ça continue. Moi, je suis désolé, je ne vois même pas qui c'est. Tu voulais dire, Eric, un petit truc? Alors, avec le micro, s'il te plaît. Parce que, il est évident que la vitalité de la peinture, on la voit tous les jours, ce qui s'est passé là. Mais dans les écoles, je crois que ça n'a jamais été aussi dur depuis les 5-6 dernières années. Alors, c'est presque l'inverse. Je crois qu'au Beaux-Arts de Paris, ça va plutôt bien. Non, mais je pense que ça, c'est des raisons. Il y a 40% de... Quoi? Oui, mais ça, c'est la crise économique globale, je pense. Ah non, c'est une nomination de gens qui cassent la peinture véritablement. Marseille, moi je fais des workshops quand même. Franchement, il y a Grenoble, ça va bien. Marseille, ça va bien. Avec Steve Avrochka, il y a quand même des trucs, quoi. Moi, mon idée, quand même, par rapport au salon de peinture et tout ça, comment la montrer toute seule, je pense que beaucoup ont été traumatisés par... les salons des peintres de notre temps et ce genre mais ça, de on verra choses. peut-être dans les poubelles de l'histoire, il y a 2-3 citations de Buren. Non, il faut quand même se dire que voilà, il y avait quand même des choses très très ringardes en peinture que moi d'ailleurs je regarde avec délice quand je trouve le catalogue parce qu'il y a plein d'idées, quoi. Non, mais c'est vrai en fait, tout se retourne en fait, il n'y a jamais de règles. Et puis pour finir ton témoignage, moi je pense que finalement, je suis assez contente d'avoir dû lutter comme ça parce que ça m'a permis de réfléchir et vraiment affirmer mon désir de peinture et de le clarifier. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, bon, de toute façon, je m'en fous, je fais ce que je veux et que les choses se sont construites. Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus facile pour les jeunes artistes aujourd'hui comme Lise, en fait, avec ce focus sur la peinture, cette médiatisation, d'avoir des repères, en fait, des fois d'avoir trop de succès trop tôt, eh bien, Tu veux dire quelque chose, Lise? Vas-y. En tout cas, je pense pas que ça parle de moi, les artistes qui ont eu trop de succès trop tôt. Non, on parlait pas de toi, mais c'est pas du tout, enfin, de ma génération. Et du coup, il y a eu très peu d'artistes qui ont cartonné. Moi, je me suis ça, c'est Instagram. On n'a pas abordé les réseaux sociaux qui sont un peu arrivés, moi, sur
je crois que quand j'étais aux Beaux-Arts, ça n'existait pas. Si, ou alors vraiment tout à la fin, mais on postait que des photos de nous. Et après, ça a un peu évolué. Et ça a changé le regard de la peinture. En fait, d'une certaine manière, ça l'a plus montré, mais elle l'a éloigné encore des institutions. Enfin, je pense, des fracs, enfin, voilà, ou des centres d'art un peu hype et tout, parce que c'est quelque chose qui se diffusait déjà tellement bien sur les réseaux, qui est hyper facile d'accès pour le grand public, que ça en devient un peu quelque chose de mainstream, des fois, quand ça marche vraiment bien, avec des comptes à 100 000 followers, etc. Oui, mais ça fait des images, ça fait pas de la peinture. Oui, voilà, mais de ce truc... Oui, il y a quand même ce truc-là de... Enfin, moi, je sais que ça a été très important dans ma vie, de me rendre compte que j'étais pas tout seul. Et que quand même les réseaux, des choses comme ça, c'était très important, même Facebook en 2008. Mais c'est comme les expositions, c'est comme les catalogues, c'est comme la peinture, c'est le pire et la meilleure. Oui, mais encore une fois, d'un coup, l'espace virtuel permettait de voir beaucoup de choses, quoi. De voir que, par exemple, à l'étranger, ça se passait beaucoup mieux, des choses comme ça, quoi. C'était pas tout à fait la même chose que quand tu es dans une expo de groupe et où d'un coup tu rencontres l'humain et effectivement tu te rends compte que tu n'es pas seul dans ton atelier. Tu es en train de me faire une transition, là. Donc les transitions, c'est... j'aimerais bien qu'on parle un petit peu on va dire, de la résistance qu'il y a eu pendant ces années-là. Donc peut-être on va commencer avec toi, Katia. Donc toi, peut-être raconte-nous ton rapport avec la galerie, Eva Hauber et tout ça, quoi. Ouais, moi, je suis sortie en 93 des Arts Déco. Donc j'avais 23 ans, j'étais toute jeune. Et j'ai rencontré mon premier galeriste avec lequel j'ai vraiment travaillé, pas une galerie associative, 8 ans après. Donc il y a eu 8 ans de traversée du désert. Entre-temps, j'ai construit une famille. Mon amoureux est artiste aussi, donc il a fallu trouver de quoi se substanter. Donc on a fait des chantiers, on avait appris plein de choses aux Arts Déco, la mosaïque, on avait pas mal de chantiers de mosaïque. Et puis d'un coup, il y a eu la possibilité d'être prof qui nous est vraiment tombée dessus. Il y avait une section qui se montait dans notre ancien lycée. Et donc, ils nous ont contactés et on s'est dit, bon, ça ne se refuse pas. Donc, on a monté cette section. Et ça nous a permis, surtout, on parlait de liberté par rapport à la peinture, c'est d'avoir de l'argent, entre guillemets, l'argent de prof, quoi. Ça nous a permis un confort de vie qui nous a permis d'avoir une liberté avec la peinture, de continuer à travailler. Et moins dans la culpabilité aussi du temps qu'on prend, du temps qu'on... Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup à me battre avec ça, avec la culpabilité du temps que je passais à peindre et que je ne donnais pas à mes enfants ou que je ne passais pas à trouver de l'argent pour payer là où on habitait, etc. etc. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur... Enfin, je ne suis pas tombée sur le galeriste, mais il a vu mon expo, qui était une expo de groupe, il a vu mon travail. Et il m'a dit, on a des choses à faire ensemble. Donc ça, c'était en 2001, donc 8 ans après. Et il représentait, enfin, c'était un grand galeriste qui représentait à la fois, il y avait Dan Graham, il y avait Jeff Wall, il y avait Pierre Huyghe, il y avait toute cette génération, enfin, pas génération, mais ce type de travail-là. Et puis, il y avait moi dedans, et puis quelques jeunes artistes également. Il avait cette idée de mélanger comme ça les générations et les histoires, quoi. Et il a découvert mon travail de peinture. Alors, il a découvert mon travail de peinture en second temps. Je disais que tu coupes la parole, mais j'aimerais bien que tu parles plus d'Eva Hauber, de comment tu as retrouvé ta famille. Oui, alors justement, c'est ça. Je voulais parler de lui juste pour dire que c'était lui qui était allé chercher dans mon atelier le travail de peinture et qui a dit on montre de la peinture, on montre ta peinture. Et donc, on avait montré à la FIAC un solo show en 2004. C'était au moment où je crois que c'est Carole Benzaken qui gagnait le prix Marcel Duchamp, Philippe Cognier était nommé. Enfin, il y avait une sorte de petite vivacité qui semblait apparaître autour de la peinture. Donc ça, c'est intéressant, juste pour dire. Donc le prix Marcel Duchamp, c'est le plus grand prix français d'art contemporain, blablabla. Et il y a eu 2 peintres pour l'instant, Philippe Maillot et Carole Benzaken qui l'ont eu. Oui, exactement. Donc c'était en 2004, du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, mon galeriste est décédé, donc il y a eu de nouveau un passage à vide. Et j'ai rencontré Eva Hauber par hasard. Enfin, c'est jamais par hasard. Je peux raconter, je peux prendre du temps. Du coup, j'ai rencontré Eva Hauber de cette manière-là. C'est que j'étais en train de monter une exposition à Nice, une exposition perso. Et à ce moment-là, Florence Aubrecht, que je ne connaissais pas, décrochait la sienne. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Qui est peintre aussi. Et Florence me dit tiens, tu vas à Paris, il y a Axel, mon compagnon, qui fait une expo chez Eva Hauber.
Et elle me dit, passe le voir, moi j'ai pas le temps, passe le voir et tu le salues de ma part et tout ça. Donc je me dis, je le fais, quoi. Donc je prends mon courage à deux mains, je me retrouve dans une galerie dont je connaissais personne. Je vois le travail d'Axel, je suis subjuguée, je me dis, waouh, un peintre. Et surtout, je voulais pas partir sans le saluer, donc je lui tape sur l'épaule et je lui dis, voilà, je me présente, j'ai rencontré ta femme, Katia Bordarel. Et Axel, avec sa générosité incroyable, il se met à crier « Oh, Katia Bordarel, mais génial !» Enfin, il y a eu une générosité mais qui est sortie de lui comme une lumière. Et il était en train de parler avec Eva Aubert à ce moment-là. Donc la rencontre s'est passée aussi simplement que ça. Eva se cherchait des peintres et des peintres femmes pour La Belle Peinture est derrière nous. Donc ça, c'est une série d'expositions qu'elle a faites. Voilà, 5 expos qui ont tourné. Alors, on va en parler d'autres expos, mais il y a eu, en gros, avant les années 2008, il y a eu pas beaucoup d'expositions de groupes comme ça, ouais. Dont La Belle Peinture, donc organisée par Eva Aubert et d'autres. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, et Jean-Luc Malin, voilà, en fait. Ouais. Jean-Luc Malin, qui était conseiller auprès de l'Institut français. Et donc Eva Aubert, elle avait un pôle d'artistes comme ça, peintres, dans sa galerie, qui était. Donc il y avait Jérôme Zander. Donc il y avait Jérôme Zander qui était déjà là. Youssef n'était pas encore, il est rentré après, mais après il y avait Damien Cadio qui arrivait. Il y avait Audrey Nervy. Et donc, d'un coup, je me suis sentie... Alors, évidemment, il y a eu La Belle Peinture, d'abord. Et voilà ce que m'a apporté La Belle Peinture est derrière nous. Eric a participé également. Et ça a été une grande joie, en fait. C'est que d'un coup, je ne sais pas combien de peintres on était. Sur une trentaine. Oui, je pense. Ouais. On était une trentaine. Et à se retrouver tous ensemble. Et on connaissait nos noms. Parfois, on connaissait nos travaux. Mais on ne s'était jamais rencontrés. Il n'y avait jamais eu quelque chose d'aussi fort qui avait pu nous fédérer. Et pour moi, ça a été vraiment une grande chance et ça a changé ma vie. Enfin, ça a été un truc, c'est-à-dire d'un coup, je me sentais plus isolée dans mon atelier à faire une peinture et en me disant pourquoi je fais ça. Je rencontrais 30 amis peintres. Quoi. Et après, Eva Aubert a fait faillite, mais ça, on va pas en parler. Mais voilà, ça a un peu cassé tout. Et là, je voudrais qu'on passe à une autre forme de résistance avec Eric Kahn, qui... Donc toi, Eric, tu t'es trouvé à créer un lieu, un centre d'art, carrément. Et dans ce centre d'art, à pas tomber dans le piège d'en faire un espèce de nid à peintre. Voilà. Si tu peux nous en parler un petit peu brièvement, parce qu'on a déjà passé... Brièvement, comme lieu de résistance, c'était comment faire revenir la peinture à ce moment-là. Mais il y a une chose, je crois que la plus belle phrase de résistance, elle a été dite par Nina, et je voudrais juste revenir là-dessus, c'est que dans cette solitude qu'on a vécue, on n'en avait plus rien à foutre, une grande liberté nous a permis de faire cette peinture si différente en France. On peut dire qu'il y a 1000 styles et qui vont plus se rencontrer à Orsay, mais qui peuvent se rencontrer dans n'importe quelle galerie aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez fabuleux. Finalement, d'avoir pris des coups, ça nous a fait rire, ça nous a fait peindre. Et tant mieux pour ça. Là, je reviens vite fait sur le plateau. Le plateau, c'était un projet urbanistique. De créer des logements sociaux, de créer une crèche, de créer etc. Et de créer aussi un lieu, c'était sur un terrain qui s'appelait la SFP, Société Française de Production, qui allait transformer un quartier d'activité en quartier dortoir. Et donc on a fait beaucoup de choses, et on a créé ce lieu, avec le soutien véritablement des riverains, et qui a été le plateau. Et dès le départ, il y a eu plusieurs problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes, il y en a toujours eu d'ailleurs, il y en a toujours, mais il y a le problème, est-ce qu'on fait une réserve à peinture? Et comme j'ai dû m'associer avec un directeur de FRAC qui était Bernard Gouat, qui rend hommage, qui aimait la peinture, et lui, il était plutôt sur cette question, faisons la chose. Et moi, j'ai pas voulu. J'ai pensé que la peinture devait rentrer dans l'art contemporain. Elle devait s'associer. J'ai fait des expositions avec Gary Hill et un peintre. J'ai fait des expositions, etc. Et quand j'ai fait la première exposition, Voir en peinture, j'ai pas non plus voulu cloisonner sur la peinture figurative. Ou tu ne m'as pas invité parce que je peignais d'après photo. Je t'ai pas invité non plus. Non, mais toi, t'étais bébé encore. Non, il m'a invité après, 3 fois. Troisième fois, il m'a invité. Non, je t'ai invité au Brésil. Non, c'était pas ça. Comment ça fait d'argument de compte comme ça, Nina, on peut y aller. Je t'ai invité au Brésil. T'es invité au Brésil? Moi non. Je suis pas allé au Brésil. Ah ouais, mais il y avait Courbet et Manet au Brésil. C'est encore mieux au Brésil. Attends. Non, mais le tableau est au Brésil sans moi. Ouais. Et donc cette exposition, elle a été
hyper dur. J'ai eu des critiques vraiment, c'était assez violent, cette histoire-là. Mais elle a eu lieu, et je pense que ça a marqué quand même quelque chose. Après, j'ai fait une exposition, j'ai été c'est là où j'ai vu vraiment que la question de la peinture elle est vraiment particulière en France. J'ai exposé Myriam Kahn, et je peux vous dire que là, j'en ai pris aussi plein la tête quand j'ai exposé. Je pense le premier à avoir exposé Myriam Kahn en France. Et quand je vois aujourd'hui tous les critiques, etc., et c'est mérité, hein, Myriam est une excellente, une grandiose artiste. Mais voilà, c'était cette position-là. Je ne sais pas si ça a été un lieu de résistance, mais à partir de là, j'ai développé les voir en peinture, j'ai développé en Pologne, j'ai développé à la Générale, j'ai développé au Portugal, Nao te posso ver em Pitage, j'ai développé au Brésil, puisque c'était autour de toujours cette et j'ai développé aussi... Moi, j'ai eu à Bourges, toi. À Bourges, trois expositions autour de ça. Et c'était intéressant parce que voir, je ne peux pas te voir en peinture, c'était ce titre m'est apparu directement. Comme ça. Et là, on parlait justement de Christian Bernard. Il y a eu un peu la même histoire avec voir en peinture, parce que là, il y a eu une reprise du titre dans une exposition. Il a fallu quand même qu'on mette sur la table une bonne fois que tu avais fait ça avant, quoi. Voilà. C'est un vrai sujet. C'était une petite jalousie. Ce que tu dis, Eric, est tellement vrai, c'est que c'est aujourd'hui dans les recrutements des profs de peinture dans les écoles d'art, on verrait toujours peinture élargie. C'est-à-dire qu'on attend du peintre qu'il soit élargi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça tombe très bien, c'est marrant. Si on ne demandera jamais à un photographe d'être élargi, on ne demandera jamais à un vidéaste d'être élargi, mais le peintre, on lui demande systématiquement, et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de voir les appels à candidature dans les écoles d'art, c'est systématiquement peintre, d'accord, mais élargi. D'accord ? Donc ça signifie en gros de l'installation jusqu'à la photographie numérique, en passant par la vidéo. Si tu mets une dimension picturale dans l'affaire, on veut bien la considérer, mais il faut que ce soit élargi. Et ça, on l'a encore vu récemment, hein, même à l'école chez nous, aux Beaux-Arts. Et il est vrai, et ça par contre c'est la grande gloire si on peut avoir un peu d'orgueil dans cette affaire, c'est que nous sommes, et je dis souvent à mes étudiants, je lis des romans, je vois des films, j'écoute de la musique, et je fais de la peinture. Et très réellement, on tombe parfois sur des collègues ou sur des artistes qui sont monofocus, quoi, qui sont sur un seul médium, quoi. Alors c'est quand même une question stratégique maintenant, parce que ça a été par exemple reproché à... Moi je trouve que c'est une critique, c'est une bonne critique. Ça a été reproché par exemple au Jour des peintres à Orsay, ou ça peut être reproché à Immortel au Moco, ou à Voir en peinture de Anne Darry qui a fait un peu le tour de France. C'était ces expositions qui disent à la peinture, quoi. Ce truc de la peinture, et d'un coup évidemment... Moi, ce que j'aimerais bien répondre juste à ces critiques-là, c'est juste de dire, regardez d'où on part, quoi. C'est-à-dire que là, il y a quand même cette question. Moi, je défends pas, encore une fois, je défends pas la peinture ou je défends pas un médium, mais il y a quand même un sujet de défendre des artistes qui n'ont pas été montrés, voilà. Donc c'est quand même une vraie question de. Je comprends qu'on peut se pincer le nez. C'est pas la nouvelle peinture figurative française, c'est pas ça. Non, le reproche c'est d'abord de la peinture de défendre le médium, hein. C'est-à-dire d'être amené. Moi, ce que récemment, j'ai passé 4 jours à Tokyo, tout le monde m'appelait le peintre. Donc j'aimerais être médiumisé, comme on peut être racisé, c'est-à-dire être ramené à son médium, quoi. Mais si on prend de la hauteur sur tout ça, et qu'on a une vision un peu élargie et une perspective historique, vraiment sur le très long terme. Si on prend de la hauteur, ça va passer. Oui, non, mais je ne viens pas là de Chauvet en passant par Lascaux, et je vais très vite à Giotto, et on arrive à Picasso, et à toute la... Enfin, il y a quand même un truc qui se passe avec ce médium. Indéniablement, mais comme il se passe un truc, il y avait cet enjeu de savoir est-ce que c'était un objet poétique ou est-ce que c'était un objet... Comme il y a un truc qui se joue avec la danse, comme il y a un truc qui se joue avec la musique ou qui se joue avec le roman, quoi. Ce sont des formes qui sont inépuisables, ce sont des formes qui se réinventent en permanence. Je suis un grand amateur de musique contemporaine. Le quatuor se réinvente de la musique contemporaine en permanence, quoi. Ça prend des formes les plus extrêmes parfois. Je pense à Stockhausen et son quatuor hélicoptère. Mais la peinture, c'est pareil, quoi. Ce sont des médiums qui ont une espèce de versatilité qui est considérable. Et évidemment, si on la voit par le petit bout de la lorgnette, parce que ça devient compliqué. Oui. Mais il faut prendre une satanée hauteur avec cette affaire-là. C'est aussi simple que ça. On peut se mettre d'accord sur le fait que c'est pas un but en soi et que c'est un médium. Donc ça, voilà. C'est un vrai enjeu. Maintenant, je pense que oui, on faudrait passer à autre chose, mais encore une fois, alors là, je tiens à préciser des choses un peu sombres. Et peut-être qu'on va fouiller un peu dans les poubelles de l'histoire, là, chercher des petites phrases. Quand je parlais avec Bernard Blissen à France Culture cet été et qu'il nous décrit il a dépensé 30 millions d'euros devant 3000 projets pour 420 artistes avec Monde Nouveau, c'était une manière d'aider les artistes pour trouver pour après le Covid.
ça reste quand même problématique qu'ils n'aient pas sélectionné à 8 personnes dans la sélection, ils n'aient pas sélectionné un seul peintre, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser la question de qui fait l'art, qui décide. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un vrai sujet. On se fait une petite séance. Juste un petit témoignage par rapport à... Non, mais on va le faire juste après, madame. Oui. On fait ça, et après on passe aux questions du public, ça vous va. Eh ben, je vous jure que je rebondis dessus tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Là, on fait juste ma petite poubelle de l'histoire. Ouais, ça c'est classique. En galerie, des amateurs font le tour des galeries et passent devant la porte de loin et hésitent, puis c'est de la peinture et passent leur chemin. Ça c'est... Ouais. Non ? Si, ça arrive, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Eric ? Ouais. Alors, micro, Eric. Désolé, c'est la technologie. Je ne suis pas encore. Lorsque je suis arrivé en tant que tout jeune prof dans une école d'art et que j'avais envie de voir les jeunes peintres s'épanouir, je les voyais, en dépit de mes encouragements, s'auto-censurer, à associer leur peinture à du son, la performance, ou alors intégrer à une installation. Une stratégie en peinture élargie. Peinture élargie. Celui-là, je ne le comprends pas, en fait. On va faire un peu de cabale. Alors, pas de cabinet de dentiste au 104. Ah oui. Réponse d'un jury qui n'a pas pris un peintre sur 1000 dossiers. Voilà, en gros, c'était une résidence au 104 et on lui a dit pas de cabinet de dentiste à l'artiste parce qu'elle faisait de la peinture. Ah oui, parce que dans les cabinets de dentiste, il y a de la peinture. Voilà. Bon, c'est en général. Si on n'avait pas les dentistes pour nous acheter, comment on fait ? C'est vrai. Mais souvent, moi, j'ai échangé des couronnes contre des dents. Hein, j'ai eu des stomatologues très, très impliqués. Bon. Là, j'avais la plus belle des phrases tout à l'heure. Là, je dois avouer que j'ai la phrase la plus idiote. Vas-y. Je suis daltonien, alors la peinture, 3 petits points. Un directeur de musée d'art contemporain. Ouais. Ce couillon, quand même, il faut qu'il comprenne qu'il est daltonien dans la vie. Ouais. Il n'est pas daltonien dans la peinture. Il est dans la vie, quoi. Donc, les feux rouges et les feux verts. Moi, je ne suis pas responsable des témoignages. Ouais. Dans une conversation, vous êtes dans l'art, mais vous faites quoi ? De la peinture ? Ah, moi j'ai un ami qui est artiste, mais plus en art contemporain. On va arrêter là, merci beaucoup, et on va poser les questions du public. Donc madame, vous vouliez dire un truc. Alors attendez, parce que moi j'ai besoin d'un micro, parce que en fait j'aime bien qu'on puisse, des gens qui ont des enfants, ils puissent nous écouter aussi plus tard. Oui, c'est vrai que vous enregistrez. Oui, c'était pour rebondir sur Blisten, dont vous parliez. Oui. Je lui ai envoyé un dossier, ça devait être en 2008, 2009, 2010 peut-être, parce qu'il était en train de préparer une grande exposition sur la création, le point sur la création vivante en France. Donc, c'est peut-être l'anniversaire des FRAC, ça, parce qu'il a fait plusieurs fois. Je ne me rappelle plus. Ouais. J'avoue que... Il y a beaucoup de choses qui partent avec l'oubli, parce que c'est tellement n'importe quoi que... Et alors donc, j'étais sûre qu'il n'allait pas me répondre, mais il m'a répondu, parce que j'avais argumenté de façon un petit peu, on va dire, insolente. Et il m'a répondu, il m'a dit, mais si, madame, si on ne vous prend pas, c'est pas du tout parce que vous faites de la peinture, c'est parce que nous ne mettons aucune simèse. Donc, pour la création, le point sur la création en France en 2009, la création vivante, 2009-2010, il n'y avait pas de simèse, donc il n'y avait pas de peinture. Ouais, ça, c'est un vrai sujet, pour ça que je dis que c'est structurel. Alors je reviendrai tout à l'heure pour poser justement des questions sur les conditions structurelles. Eh ben, on va y aller, mais alors, je voulais juste vous raconter ce truc-là du Palais Tokyo que j'ai compris au Palais Tokyo, c'est qu'en fait, comme ça coûte 17 millions d'euros, le Palais Tokyo c'est le plus grand centre d'art de France, ça coûte 17 millions d'euros par an. Et en fait, ils sont aidés par l'État à 7 millions. Parce qu'on comprend que c'est pas beaucoup d'argent par rapport aux 17 millions. Donc ils louent beaucoup les espaces. Sauf que comme ils louent les espaces, ils sont obligés d'avoir des espaces vides pour pouvoir remplir dedans, mettre des décors, des machins, tout ça pour les entreprises, quoi. Et donc finalement, ils ont des espaces complètement vides à cause de ça, ce qui fait qu'ils n'ont pas de place, en fait, ils n'ont pas de simèse pour mettre des tableaux dessus, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'une exposition comme Alberola a eu une exposition au Palais Tokyo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une espèce de faux musée dans le musée, avec des simèses partout. Enfin, ils avaient reconstitué un musée à taille humaine dans le Palais de Tokyo, quoi. Mais pour répondre à madame, il y a l'exemple phare, qui est simplement le musée Centre Pompidou. Quand il a été créé, le Centre Pompidou, il était dit clairement qu'il ne devait pas y avoir de mur, et qu'il y avait ce que j'appelais à l'époque les réserves visitables. C'est-à-dire qu'il y avait les tableaux accrochés dans les réserves, et vous pouviez faire la demande, vous alliez, vous tiriez sur un rack, vous pouviez voir tel tableau,
on referme le rack. Et je me souviens de ça parce que des artistes à l'époque avaient voulu s'emparer de ce dispositif qui était tout à fait avant-gardiste, moderne, et puis qui touchait à une contemporanéité sans nom, pour en faire des expositions. Donc c'est devenu un lieu d'exposition avant que d'être un lieu de consultation de tableaux. Mais le principe même était dit, pas de mur. Et c'est le cas aujourd'hui actuellement. Pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de mal à aller voir des expositions au Centre Pompidou. Non pas qu'elles ne soient pas bien, mais pour accrocher un tableau, il faut un mur, quoi. Et il y a un truc qui ne se passe pas, là, j'ai toujours un peu le sentiment d'être dans un hangar agricole, avec un truc provisoire. Enfin, c'est aussi une forme d'engagement, du coup, d'accrocher sur un mur. C'est ce que je dis souvent des collectionneurs, accrocher le tableau sur un mur, percer des trous, mettez des trucs. C'est une façon de s'engager. Ça paraît très, très idiot, ce truc-là, mais c'est essentiel. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? N'hésitez pas, c'est super honneur. Bonsoir. Je vais rebondir sur justement le mot collectionneur. Très modestement, je le fais. Du coup, j'ai une veille, entre guillemets. Vous êtes collectionneur? Oui. Ouais. J'étais enseignant à Saint-Cher-l'Avant et j'ai fait le switch de collectionneur. Et du coup, je fais beaucoup de veilles à l'étranger et en France. Et je visite notamment les écoles et les présentations des diplômes. Et aussi les premières années. Et en fait, il y a un constat dont personne ne parle, c'est la pauvreté de la formation au niveau de la peinture. Quand je vois en première année qu'on ne sait pas faire un marouflage sur toile, qu'on ne sait pas tendre son châssis, enfin, moi, ça me révolte. Et après, effectivement, les collectionneurs ne vont pas forcément porter un regard dessus, puisqu'il n'y a aucune... on ne peut pas se projeter, en fait, sur cet achat-là, parce qu'on sait que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le support, il va s'appauvrir. Alors que quand on va à l'école de Dresde, en première année, on a une maîtrise parfaite. À l'école de Kiev, où j'ai été, c'est sans nom. Il y a une maîtrise vraiment technique. On leur donne un vocabulaire, un alphabet qui est incroyable. Pareil pour Eric, on a en commun Diwadi. Diwadi à Alger, ils ont une maîtrise académique. On leur donne un vocabulaire. Et ensuite, ils sont libres. Ils se font plaisir. Et je ne comprends pas qu'en France, dans nos institutions, notamment aux Beaux-Arts de Paris, ce ne soit pas un sujet qui soit abordé. La question de la technique vraiment pure, quoi. Peut-être Lise, tu veux répondre. Il y avait, alors pour les Beaux-Arts de Paris notamment, il y avait quand même il existe toujours un atelier de technique. Moi, je suis arrivée juste au moment où il y avait Abraham Pincas qui partait, qui était quand même un technicien de la peinture. Non, c'était n'importe quoi. Non, moi, j'ai pas fait le cours. Alors moi, je suis obligé de le dire parce que je l'ai eu comme prof pendant très longtemps et il m'a quand même, il nous donnait des formules dans les cours qui n'étaient pas les mêmes que dans ses livres. Et je lui dis mais pourquoi c'est pas la même chose? Il me disait mais c'est le mystère de la peinture. Voilà, il y avait un côté vraiment complètement foufou. Il y avait, si on voulait quand même se former à la peinture. Valérie Saunier qui est un peu plus sérieuse. Moi, je l'ai pas fait. Pascal Accoyer. Pascal Accoyer, qui je crois était super. Ouais, qui a l'air beaucoup plus sérieuse. Mais voilà, fallait avoir aussi envie de faire 3 heures de technique de peinture par semaine. Enfin, moi, je l'ai pas fait. Mais on se formait quand même entre étudiants. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on était complètement à la masse en termes de technique. En tout cas, aux Beaux-Arts de Paris, dans mon atelier de Philippe Cognier. Daniel, on a parlé de la technique. C'est un vrai problème ce que vous évoquez là. Enfin, c'est pas un problème, c'est une vraie question. Vous l'avez dit vous-même, ces pays-là, on les connaît pour une formation académique. C'est-à-dire l'académie avec une référence qui serait celle du 19e siècle, avec un métier parfait. On sait aujourd'hui que le métier du 19e, il n'est pas parfait du tout. Donc voilà. Et c'est dans ces pays-là, on se convainc, on se rassure en se disant que si on a une toile qui est bien tendue, on sait très bien de savoir bien tendre une toile. Je suis le premier à l'avoir enseigné et à défendre cela. J'ai même un étudiant qui, il y a 30 ans maintenant, me dit chaque fois que je tends une toile, je pense à toi. Donc c'est vous dire. Mais c'est une façon d'enseigner aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on enseigne des techniques académiques qui n'existent pas, ou alors de façon très en l'air, comme ça, et on les applique ensuite? C'est une façon d'enseigner l'art. Et après, il y a aussi l'enseignement par l'expérimentation, l'enseignement par la pratique au quotidien, et de toucher à des erreurs, parce que c'est des erreurs qui sont bien plus intéressantes à faire que de toucher à des choses réussies. Et c'est quoi une chose réussie? Il y a des formes de peinture hyper réalistes qui sont absolument pénibles, épuisées, et qu'un peintre d'enseigne en Inde fera beaucoup mieux. Vous voyez, c'est très compliqué, ces trucs-là. C'est pour ça que je parle toujours de grammaire plutôt que de technique, apprendre des langages, apprendre des choses. Et c'est très paradoxal de voir, et on s'en rend tous un peu compte, c'est une expérience qu'on a très souvent fait en tant que prof de peinture. Si vous enseignez les techniques de base en première, deuxième année,
Les étudiants, ils sont en train de se chercher et donc apprendre un truc, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et c'est très étonnant de voir que quand ils sont sortis de l'école, le nombre de coups de fil qu'on peut avoir ou de mails. Encore aujourd'hui, j'ai eu un texto d'un étudiant. Qu'est-ce que tu ferais pour maroufler une toile de trucs, machin? Il m'explique un machin, j'ai rien compris. En fait, c'est maintenant que leur travail a mûri, qu'ils commencent à devenir quelque chose, que ces questions qui ne sont pas techniques, mais de grammaire, commencent à prendre un sens. Et c'est là où ils s'affinent. Et au point que j'enseignais les techniques de peinture lorsque j'étais à Strasbourg, première, deuxième année, mais je voyais très très bien que c'était en troisième, quatrième, cinquième, lorsque le travail commence à se construire, que ça prend du sens. Donc il n'y a pas de recette à vrai dire, hein. C'est un contexte social, culturel, économique, c'est un contexte, oui, culturel surtout, parce qu'on comprend des choses, et aujourd'hui, c'est ce point qui est posé sur l'expérimentation et apprendre en faisant est bien plus important en fait. Et je connais bien Leipzig pour y avoir fait un tour et connaître le directeur. Il faut savoir aussi qu'il finançait l'atelier de peinture en faisant faire des copies pour les magnats du pétrole du Caucase, pour le Kazakhstan, etc. Et il faisait des immenses copies de charges de Tatars et autres, des copies de peinture russe du 19e. Oui, donc, combien d'argent? Et ça permettait de faire tourner l'atelier de technique de peinture. Donc vous voyez, alors ils avaient cette formation-là très académique, entre guillemets. Toi, je me souviens qu'à TEC, tu m'avais dit qu'on t'a reproché ta technique un petit peu, c'est ça? Ouais. Tu peux en parler un petit peu de ça, parce que non, tu veux pas? Ouais. Non, c'est pas que je veuille pas en parler, mais oui, c'est-à-dire que moi j'ai commencé, donc on parlait de peintre élargi et tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dessin était plus simple. Quand je suis arrivée à Marseille avant de trouver mon galeriste, le dessin était plus simple, plus vendable, plus montrable, on va dire. Et dans les galeries, il n'y avait que des choses très minimalistes ou conceptuelles ou du multimédia. Et après, je suis allée vers l'aquarelle. Et donc, et après de l'aquarelle, je suis revenue à la peinture, mais d'une autre façon que celle que je faisais avant, qui était plus en rapport avec les nabis, quand j'étais aux Arts Déco. Et donc, on m'a reproché, oui, cette technique. C'est-à-dire qu'ils acceptaient l'idée de l'aquarelle, mais ils n'acceptaient pas du tout. Ils trouvaient ça très figé et, dans le passage à la peinture. Trop plein, trop complet. Bon, bah, après, ça, chacun ses goûts, mais oui. Juste pour tout terminer, mais il est très vrai que je m'arrache les cheveux lorsque je vois qu'un étudiant en 5e année ne sait pas m'expliquer la différence entre une peinture acrylique et une peinture à l'huile, et qu'il le mélange et qu'il me demande est-ce que je peux... Alors ça me rend fou, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un, non pas qui n'a pas écouté les cours, mais qui n'a pas été attentif à son propre métier. Et ça, c'est bien plus grave. En fait. C'est pour ça que je ne pourrais pas être prof. Après, c'est vrai, je reviens sur le fait d'apprendre les choses spécifiquement comme il faudrait. C'est très intéressant, mais après, c'est vrai qu'il faut arriver à s'en défaire, et ça, c'est là où c'est compliqué. Le coup de l'aventure, comme ça, c'est bien aussi, mais on est évidemment lâché dans le vide. Mais ça permet, comme tu le disais, de faire des erreurs, des découvertes, et aussi de revenir à la peinture ou d'arriver à la peinture par d'autres moyens, en fait. Et là, ça peut être intéressant, ce qui n'empêche pas que la peinture, c'est quelque chose avec laquelle on grandit tout le temps, et on va, du coup, se renseigner parce qu'on n'a jamais fait ça, ou parce que, justement, un ami peintre a utilisé tel médium qui va apporter un truc, une forme de glacis ou de transparence, etc. Donc après, ça se travaille toute la vie. On n'a pas le temps d'en parler, mais j'aurais bien voulu parler avec Nina de sa manière de dépenser tout son argent dans les peintures fluorescentes et tout ça, mais là, on n'a pas le temps. Une autre question? Ouais. Oui, bonjour. Je voudrais simplement revenir sur cette expression peinture élargie, parce que je suis tout à fait stupéfaite qu'on ose dire une chose pareille. Quand j'ai découvert la peinture, ce grand art de la peinture, c'était bien quelque chose qui m'ouvrait sur le monde. Ce sont les très grands peintres, si on connaît un tout petit peu leur histoire, les nabis qui ont découvert le Japon, l'abstraction américaine qui a découvert l'encre chinoise. Et il y a eu une circulation, quand on pense à Picasso et Matisse et Derain découvrant le grand art de l'Afrique, il n'y a pas plus ouvert et plus extraordinaire que cet art de la peinture qui, aujourd'hui encore, les générations passant, attire un public fou. Alors, je ne vois pas comment on pourrait recevoir des leçons de l'art contemporain qui nous présente déjà, moi je suis entrée aux Beaux-Arts dans les années 70, qui nous présente encore et encore Buren, et j'entends dire qu'il va peut-être avoir, poussé par le ministère, parce que ce n'était pas prévu au départ, il va être imposé donc pour avoir les 6 vitraux des chapelles sud de Notre-Dame de Paris. Je trouve ça tout à fait scandaleux et tout à fait étriqué, répétitif, d'un ennui mortel. Et je suis persuadée
que les générations qui sont déjà en train de venir vers la peinture, grâce à vous, Thomas Livélan, parce que vous avez eu un très grand succès. Et ça veut dire qu'il y a une attente du côté des peintres, et je suis persuadée qu'ils n'auront pas du tout envie ils n'iront pas vers Ruteau, ils n'iront pas vers Buren, ils riront, franchement ils riront et ils passeront leur chemin. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, la question de la peinture élargie, je pense que c'était juste une question justement de stratégie par rapport au fait que ce ne soit pas totalement de la peinture. Oui. C'est évidemment pas un refus de l'ouverture au Japon ou à l'Afrique. C'est une stratégie, mais est-ce que matérielles. Cette stratégie est encore valable aujourd'hui, vu le Je pense qu'il y a une pression encore. Il y a encore une pression. Est-ce qu'elle est valable? Voilà. Moi, en tout cas, quand j'étais encore du coup étudiante aux Beaux-Arts, c'était il y a 10 ans, mais je l'ai senti fortement que c'était dans mon intérêt d'aller au-delà de la peinture et d'essayer d'expérimenter un peu plus. Regardez, elle a déjà fait un truc compliqué pour lancer. Et donc, peut-être aussi parce que voilà, il y a cette histoire où j'ai rencontré mon conjoint qui lui faisait complètement de l'installation dans un truc voilà où les institutions l'ont remarqué tout de suite, où il y avait vraiment lui il a été vraiment propulsé dans les petits artistes émergents qui sortent de l'école de l'art contemporain. Et moi, en parallèle de ça, avec ma peinture, peut-être que j'ai été un peu influencée, mais en tout cas je sentais qu'on commençait à me regarder seulement si je commençais à toucher au mur. Mais si je restais dans mon cadre, en dessin ça allait, mais en peinture c'était plus possible, quoi. C'était un petit peu c'était ringard. Et alors je m'en suis détachée, je m'en suis rapprochée et j'ai gardé cet intérêt pour le jeu de sortir du cadre, etc. Mais on était tous un peu pris dans ce truc-là. Nina, tu as des tableaux quand même où il faut avoir une lampe pour regarder tes tableaux. Ça, c'est un peu élargi. Quand tu fais tes lampes, Non, mais ça, c'est des trucs, en fait, du spectaculaire. En fait. Quand on fait des choses spectaculaires, ça c'est pas que ça marche, mais ça compense le fait que ce soit une peinture. Mais pour revenir à l'histoire de la peinture élargie, je crois que... Parce que ça, c'est la première fois que c'est aux Beaux-Arts que j'ai entendu ce terme-là quand ils ont recruté un certain nombre de profs de peinture, certains. Et je ne citerai personne, mais je pense qu'ils ont mis ça parce que ils visent des artistes connus le plus possible à l'international, etc. Et que comme les peintres ne le sont pas, ils prennent des artistes internationaux, mais comme il n'y a pas d'artistes français internationaux connus, ils sont obligés de prendre des gens qui font un peu autre chose, ils appellent ça peinture élargie. Alors ça, je tiens à préciser aussi, parce que c'est que tous les tops de tous les trucs de pognon, de folie, où on parle de pognon dans tous les sens et tout ça, c'est que des peintres à l'international. C'est-à-dire que c'est vraiment une question... Mais pas français. Pas les Français. Mais je tiens à dire que c'était la machine de guerre pour faire du pognon. Là, je ne m'intéresse pas du tout à ça, mais je vous le dis parce que voilà, c'est intéressant. C'est que c'est quand même d'abord une histoire de peinture. Mais ça, c'est le cœur du débat. On aurait dû commencer par ça. Le pognon ? Oui. C'est quand même parce que on est en temps de crise, que les gens ont peur, peut-être les collectionneurs, ils achètent de l'art, ils n'ont pas trop envie d'acheter, je sais pas quoi, de l'air en bouteille ou un truc trop compliqué. Ah oui, c'est pour ça qu'on a daté de 2008. Voilà. Moi, j'ai daté de 2008 la fin de cette histoire-là. C'est que la crise économique avec les subprimes et tout ça ont fait que d'un coup, les gens ils sont allés vers leur refuge qui est l'objet unique de la peinture faite main. Et peut-être aussi, je ne sais pas, mais que les plus riches collectionneurs qui ne sont pas français n'ont peut-être pas une culture... de l'histoire de l'art, et que finalement la peinture ça va bien, quoi, même la peinture d'Instagram, quoi. Donc, il y a ça, il y a le fait que aussi on est dans un pays où on est le 10e pays de millionnaires au monde, donc on est quand même dans un pays riche, quoi. Et il n'y a pas du tout de culture il n'y a pas beaucoup de culture de la collection. C'est quand même c'est compliqué, parce que quand on compare avec l'Allemagne et tout ça. Oui, mais l'Allemagne, je connais bien la situation allemande, et je peux vous dire que un industriel ou un gars qui achète 10 tableaux, il en fait une fondation, qu'il met dans un petit chalet en Forêt-Noire, et puis tout le monde se dit « Oh, les Allemands !» Allez, avenue Mozart, il y a des collections avec 300 tableaux. Sauf qu'en France, on se cache. Voilà. Oui. Et que les Allemands, c'est des dispositions fiscales, simplement. Ils ont intérêt à le montrer, à créer des situations pour qu'on le voit. Mais tous mes copains allemands, Thomas, me disent c'est le marché français qui les font vivre. Regardez toutes les galeries françaises, il y a toujours 1, 2, 3 artistes allemands dedans, et ces artistes allemands sont très très contents du marché français parce qu'il est stable, il est régulier, alors qu'ils n'ont pas chez eux. Donc ça, c'est un article de Martine Robert dans Les Échos qui décrit le fait que les institutions françaises exposent à 51% des Français, là où les Américains c'est 89%, je crois, et les Allemands 73%. Donc voilà, il y a cette question-là
qui est quand même importante. Et pareil pour les FRAC. Les fonds régionaux d'art contemporain, achètent à 50% des peintres, des artistes étrangers, et qui sont souvent plus chers. Là, madame. Monsieur là-bas, il est à Vlogrod depuis 800 ans. Hein. Dernière question, c'est ça? Ok. Je me vois merci. Ouais. C'était un peu pour parler de la condition des artistes. Il y a un film que j'ai trouvé fascinant à voir. C'est l'histoire d'une peintre, ça s'appelle Apollonia. Elle était là la semaine. Oui, c'est Apollonia Sokol. Voilà, qui était présente parmi les 80 artistes. Ouais. C'est un film sur 13 ans et qui décrit vraiment la condition difficile de plasticien, de plasticienne. Un film de Léa Golub pour ceux qui suivent. Et le film est vraiment impressionnant pour ça. Et je voulais juste rappeler, moi j'écris sous le nom Art Contre Culture, mais il y a 20 ans déjà, enfin plus de 20 ans, j'écrivais un tract, parce que j'allais souvent je m'amusais à faire ça dans les colloques d'art contemporain. Et la sensation, c'était qu'en fait, pour moi, aller dans un colloque d'art contemporain, c'est comme un paysan qui va à un congrès d'agroalimentaire. Et je me suis dit, parce qu'il y a rarement des artistes, ou alors il y en a un officiel, distinct. Enfin voilà, c'était quelques témoignages de cet endroit. Des réactions? Ouais, moi j'ai pas vu le film d'Apollonia encore, mais j'ai côtoyé Apollonia à l'époque où elle se faisait filmer dans l'atelier. Mais du coup, je sais pas si j'ai envie de le voir pour être en marge du cadre. J'ai toujours pas fait passer le cap. Ouais. Non, me vois pas, c'est sûr et certain. Mais je me rappelle bien de. J'ai pleuré à peu près 12 fois pour. Oui, je connais bien et tout. Mais comme on parle tout le temps d'elle et que du coup. Ouais. Oui, là, c'est surtout. Alors, s'il n'y a pas le micro, c'est moins rigolo pour tout le monde. Parce que, je vous en prie. Non, mais à voir, je crois. Voilà, à voir. Bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde, parce que là, il y a Francine qui me fait la tête si je continue. Donc, merci beaucoup. Donc, merci à Marianne Ferrifal, directrice générale de la DGP, à Francine Guiloun, Evena Pierre, à Noé Bleuton, et Steph Friedlander. Et voilà, les dessins, c'était Jules Prigent. Merci aux artistes. Et à Shiraz El Azizi. Merci beaucoup.